Imaginez un visiteur proche du pouvoir entrant au Salon de Paris en août 1819. Il passe devant des toiles glorifiant la Restauration, les Bourbons, l'ordre retrouvé. Et puis il s'arrête. Devant lui, une peinture de la taille d'un rideau de théâtre. 491 cm de hauteur, 716 cm de largeur. Il y voit des corps, des dizaines de corps. Une silhouette noire tout en haut qui agite un tissu vers l'horizon. Il sait exactement ce que c'est. Tout Paris le sait. Mais le titre officiel dit « Scène de naufrage ». Rien de plus. Et c'est précisément pour ça qu'il ne peut pas l'interdire. Revenons 3 ans en arrière. Le 2 juillet 1816, la frégate La Méduse s'échoue sur le banc d'Arguin, au large de la Mauritanie. À son bord, 400 personnes. Des soldats, des colons, des ingénieurs. Les canots de sauvetage ne peuvent pas tous les accueillir. On construit donc un radeau, 20 mètres de long, 7 de large, et on y entasse environ 150 personnes. Les officiers, eux, montent dans les chaloupes. Le capitaine Hugues Duroy de Chaumareix prend place à l'avant d'un canot. Ce capitaine n'avait pas navigué depuis 25 ans. Il avait été nommé commandant de la Méduse, non pour ses compétences, mais pour ses titres nobiliaires. La Restauration venait de réinstaller l'aristocratie au poste de commande. Et c'est cette logique, la noblesse avant la compétence, qui a conduit une centaine et demie de personnes à monter sur ce radeau. Les chaloupes devaient le remorquer jusqu'à la côte. Mais après quelques heures, les cordages ont été tranchés. Les canots sont partis. Le radeau a dérivé seul. Ce geste, la corde tranchée, a tout résumé à lui seul. Plus de 200 personnes prennent place dans les embarcations. Les autres, environ 150, restent sur le radeau, sans eau douce, sans provisions, avec pour seule ressource quelques barils de vin que les vagues ont balayés dans les premières heures. Le livre qu'Henri Savigny et Alexandre Coréard ont publié en 1817, Naufrage de la frégate La Méduse, décrit ses premières heures avec une précision clinique. Il a été vendu à des milliers d'exemplaires. Le gouvernement a tenté d'en bloquer la seconde édition. Ce livre est l'une des raisons pour lesquelles personne, en 1819, n'avait besoin qu'on lui explique le titre « Scène de naufrage ». C'est ce moment-là que Géricault a choisi de peindre. Pas la corde coupée, l'après, ce qui vient après l'abandon. Regardons d'abord ce que tout le monde voit. Une pyramide de corps humains. En bas à gauche, des silhouettes allongées, immobiles. Remontez l'œil vers la droite, vers le haut. Les corps se redressent, s'agitent, tendent les bras vers quelque chose hors du cadre. Au sommet, une figure agite un tissu vers l'horizon. La lecture semble claire, la catastrophe en bas, l'espoir en haut, la tragédie avec une sortie. Trop simple. Voici ce que vous ne voyez probablement pas. Dans le coin supérieur droit du tableau, à quelques centimètres sur la toile, il y a un minuscule voilier à l'horizon. Un point blanc à peine discernable. C'est le brick l'Argus, le navire envoyé à leur recherche. Les naufragés aperçoivent l'Argus. Mais l'Argus, lui, ne les voit pas encore. Il reviendra plus tard. Mais cette seconde-là, personne sur le radeau ne le sait. C'est cet instant que le tableau capture, la seconde entre la vie et la fin. Pas la délivrance, l'incertitude absolue. Observez maintenant la couleur de la peau des corps en bas, verdâtre, grisâtre. On dit souvent que c'est un effet des siècles, une patine due au temps, mais ce n'est pas vrai. Géricault avait étudié cette couleur-là en personne. Son atelier habituel, rue des Martyrs, était trop étroit pour une toile de 7 mètres. Pour le radeau, Géricault travaille dans un grand atelier proche de l'hôpital Beaujon. Cette proximité devient presque une méthode. Il se fait apporter des membres amputés, des têtes, des bras, depuis l'hôpital. Les visiteurs de l'époque ont laissé des témoignages écrits. L'atelier sentait la putréfaction. Géricault observait la transformation de la chair semaine après semaine, notait les nuances de vert et de brun, la façon dont la peau se relâche et se creuse. Il ne peignait pas un naufrage, il peignait la réalité chimique de ce qui arrive à un corps humain abandonné au soleil et à la mer. Il y a quelque chose dans cet acharnement qui dépasse la méthode. Pendant ces mêmes mois, Géricault traversait une crise personnelle que ses biographes ont longtemps passée sous silence. Il avait eu une liaison secrète avec Alexandrine Modeste Caruel, la femme de son oncle et tuteur, l'homme qu'il avait élevé après la disparition de sa mère alors qu'il n'avait que 17 ans.
En 1818, Alexandrine avait mis au monde un fils illégitime. Le scandale avait détruit la famille. Géricault s'était littéralement muré dans son atelier, allant jusqu'à se raser la tête pour ne pas pouvoir sortir en société. Il travaillait la nuit, il dormait peu. Lorenz Eitner, qui a consacré 40 ans à l'étude de Géricault dans sa monographie de 1983, le dit clairement. Les images d'abandon, de culpabilité et de survie impardonnable sur ce tableau résonnent avec la vie personnelle du peintre. L'homme qui peint des gens ayant commis l'impardonnable pour survivre se condamne peut-être lui-même en les peignant. Et maintenant, une anomalie que presque personne ne mentionne. Le tableau que vous regardez aujourd'hui n'est pas celui que les spectateurs du salon de 1819 ont vu. Géricault avait utilisé du bitume, un pigment organique extrait du sol, pour créer la profondeur de ses ombres. Les spécialistes de la conservation le savent. Le bitume est l'un des matériaux les plus traîtres de la peinture du XIXe siècle. Il brunit, se contracte, avale les détails. Ce que nous appelons aujourd'hui l'ombre est peut-être en partie une disparition. Des détails que vous croyez perdus dans l'obscurité existaient peut-être en pleine lumière en 1819. Nous regardons une œuvre qui change encore, lentement, sans que personne ne puisse l'arrêter. À partir de là, chaque détail du tableau fait la même chose. Il déplace la faute. Ce n'est plus seulement la mer qui tue, ce sont les choix humains, les hiérarchies, les silences, les corps qu'on accepte de sacrifier. Le coin inférieur gauche, un vieillard assis, le dos tourné à l'horizon. Il tient sur ses genoux un jeune homme dont la tête pend vers le bas. Tout spectateur ayant reçu une éducation artistique en 1819 reconnaissait immédiatement la scène, la Pietà. La Vierge tenant le Christ après la croix. Sauf qu'ici, ce n'est pas la Vierge, c'est un père. Et ce n'est pas le Christ, c'est un soldat, un artisan, quelqu'un qu'on a mis sur un radeau parce qu'il n'avait pas de titre de noblesse. Cette citation de Michel-Ange, Géricault l'avait ramenée de Rome où il avait passé toute l'année 1816 à étudier la Sixtine et les sculptures du Vatican. Il savait ce qu'il faisait. En plaçant cette scène dans le coin le plus sombre du tableau, il transformait une catastrophe maritime en crucifixion politique. La mâture brisée, avec son lambeau de voile, formait en arrière-plan une croix que les contemporains lisaient sans effort. Golgotha, en pleine Atlantique. Au centre du tableau, un corps est allongé face contre la toile, un bras tendu vers le spectateur, la main ouverte. On sait aujourd'hui que c'est Eugène Delacroix qui a posé pour cette figure, un ami proche de Géricault, alors jeune peintre de 20 ans, qui a étendu son bras en direction du public. Sur le langage visuel de l'époque, celui qui remonte à Caravage, une main tendue vers le spectateur, signifie une chose précise. Vous êtes impliqué, vous regardez et vous êtes vu en retour. À l'extrême droite du cadre, un pied, une jambe, glisse dans la mer en dehors du tableau. Le corps déborde la peinture. Les historiens appellent ça le parergon, l'objet qui sort du cadre. Dans la tradition du trompe-l'œil, ce geste avait une signification claire pour les regardeurs de l'époque. Cela n'appartient plus seulement à l'art. Ça s'est passé. C'est encore en train de se passer. On pourrait dire, tout cela, c'est une lecture rétrospective. Géricault voulait faire une grande peinture dramatique, et les symboles viennent après. C'est l'argument que la tradition académique a utilisé pendant un siècle pour neutraliser l'œuvre. Et il tient, jusqu'à ce qu'on regarde les esquisses préparatoires. Elles existent encore, dans les collections du Louvre, à Rouen, à Montpellier. Dans ses dessins, Géricault a représenté les scènes du radeau que les récits de Savigny et Coréard lui avaient décrites en détail. Les premiers affrontements entre survivants, les corps consommés, les plus forts qui éliminent les plus faibles. Il avait imaginé peindre le moment le plus sombre. Et il l'a effacé du tableau final. À la place, cet instant suspendu, l'Argus sur l'horizon, la question sans réponse. Pourquoi ce choix ? Calcul. Le cannibalisme n'aurait pas passé le jury du salon ? Intuition. Cette suspension est plus insupportable que tout ce qui a précédé ? Géricault est parti sans répondre. Il n'a pas laissé de journal, peu de lettres sur ce tableau. Il avait 32 ans quand il n'est plus revenu, le 26 janvier 1824. Le jury lui avait donné une médaille d'or. Le gouvernement n'avait pas acheté la toile. Mais voici ce dont l'histoire de l'art français a mis 2 siècles à vraiment parler. La frégate La Méduse naviguait vers le Sénégal, vers le port de Saint-Louis,
que la France venait de reprendre aux Britanniques pour y rétablir sa présence coloniale. Parmi les rescapés, les récits de Savigny et Coréard mentionnent Jean-Charles, un soldat noir, l'un des rares survivants à peau sombre du radeau. Mais l'homme que nous voyons au sommet du tableau n'a pas été peint directement d'après lui. Géricault a employé Joseph, un modèle d'origine haïtienne bien connu dans les ateliers parisiens de l'époque. Et c'est précisément là que le geste devient politique. Le corps qui donne le signal du salut n'est pas relégué au bord de l'image. Il est placé au sommet de la pyramide humaine, là où l'œil arrive en dernier après avoir traversé tous les autres corps. Ce n'est donc pas simplement un rescapé du radeau. C'est une figure construite à partir d'un survivant réel, d'un modèle noir vivant à Paris et d'un choix de composition que Géricault ne pouvait pas ignorer. En 1819, la France avait officiellement aboli la traite des esclaves 2 ans plus tôt. Officiellement. En réalité, les navires négriers continuaient à naviguer et le gouvernement le savait. Et voilà un peintre qui place une figure noire sur un radeau qui allait coloniser le Sénégal au sommet de l'image la plus monumentale du Salon de Paris, au-dessus de tous les autres, premier à voir la lumière. L'historien Albert Aladef a consacré plusieurs décennies à cette question, dans sa monographie de 2010. Son argument, ce placement est trop précis pour être accidentel. La Méduse allait coloniser le Sénégal. La question de la traite saturait l'espace public de l'époque. Géricault était connu pour ses positions abolitionnistes. Et dans un tableau où chaque centimètre est calculé, où la Pietà est citée, où l'Argus est peint à l'échelle d'un ongle, où le bitume est utilisé sciemment pour créer telle ombre plutôt que telle autre, le placement de cette figure au sommet ne peut pas être une erreur. La tradition française de l'histoire de l'art a longtemps préféré parler de politique intérieure. Géricault contre la Restauration, Bonaparte contre Louis XVIII, le peuple contre l'aristocratie. C'est vrai, mais cela ne dit pas tout. Selon Aladef, ce tableau est peut-être la première grande manifestation picturale anticoloniale de l'art occidental. Une lecture que les musées français ont mis très longtemps à intégrer à leur cartel. Ce que je pense, et j'assume que c'est une interprétation, pas un fait, c'est que Géricault avait compris quelque chose que son époque n'était pas prête à formuler clairement. L'abandon du radeau et l'expansion coloniale partaient du même principe. Certaines vies comptent moins que d'autres. Il a mis en peinture les deux dans le même tableau, et il les a disposés de façon à ce que vous deviez regarder cette figure en dernier, tout en haut, après être passé par tous les corps que le tableau vous impose. Ce n'est pas seulement un effet de composition, c'est presque une phrase muette, placée dans la structure même du tableau. Voici maintenant le reste de l'histoire. Le pouvoir n'a pas eu besoin d'interdire frontalement le tableau. Il a fait plus discret, le laisser passer, le récompenser assez pour éviter le scandale, puis ne pas l'acheter. Le tableau a reçu la médaille d'or du Salon de 1819, mais l'État a refusé de l'acquérir. Géricault l'a emmené à l'ombre, à l'Egyptian Hall de Piccadilly. 40 000 spectateurs en quelques mois. Il a ensuite exposé à Dublin. La toile a survécu à tout cela. Elle a survécu à Géricault. Ce que cette histoire de vente dit au fond est presque aussi révélateur que le tableau lui-même. En 1819, Géricault avait reçu la médaille d'or, mais l'État n'avait pas acheté. 4 ans plus tard, quand le scandale politique de la Méduse avait refroidi, quand la Restauration était moins fragilisée, quand Géricault n'était plus là pour poser de questions, le Louvre a trouvé les 6 000 francs. La même institution qui avait accroché ses rivaux, Gros et David, pour des dizaines de milliers de francs en échange de glorification du pouvoir. 6 000. Pour un tableau qu'Eugène Delacroix, selon l'anecdote rapportée par le critique Charles Blanc, avait contemplé si longtemps dans l'atelier qu'il était sorti en courant dans la rue, traversant tout le quartier, dans un état qu'on pourrait appeler de la stupeur. Delacroix avait 20 ans. Il avait posé pour le corps allongé au centre, et ce qu'il avait vu, en voyant le tableau achevé, avait changé la trajectoire de toute sa vie. 200 ans plus tard, la toile est toujours là, salmolien, au Louvre. Et ce que les reproductions ne transmettent pas, c'est l'échelle. Debout devant la peinture, vous n'êtes pas en train de regarder une scène. Les figures sont presque à taille réelle. Vous êtes sur ce radeau, avec eux. Les vagues peintes en empattement épais, la peinture qui dépasse de quelques millimètres la surface, donnent à la mer une présence physique. Et dans les ombres les plus profondes, là où le bitume a tout englouti,
Il n'y a pas du noir, il y a un abîme. Regardez le vieillard en bas à gauche. Il a tourné le dos à l'horizon. Il ne regarde plus. Sous ses mains, un jeune homme qui ne se lèvera pas. Regardez la main de Delacroix, tendue vers vous. Et là-haut, au sommet de la pyramide, la figure qui agite son tissu vers un point que vous ne voyez pas encore. Peut-être un navire, peut-être rien. La question était ouverte en 1819. Elle l'est encore. Ce tableau n'accuse pas seulement un capitaine. Il accuse une manière de regarder les hommes. Ceux qu'on sauve d'abord, ceux qu'on abandonne ensuite, et ceux qu'on ne remarque vraiment qu'un siècle et demi plus tard. Le radeau dérive, toujours. Alors dites-moi, si le regard du monde a mis 180 ans à vraiment voir cette figure au sommet de la pyramide, combien d'autres attendent encore, dans d'autres tableaux, qu'on décide enfin de les regarder ?